Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. À suivre dans un instant l'audition de Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur sous le quinquennat de François Hollande, s'est exprimé hier devant les sénateurs de la commission d'enquête sur l'état des forces de sécurité intérieure. Cette commission d'enquête a été lancée à l'initiative de la droite sénatoriale. Elle a d'ailleurs pour rapporteur le sénateur Les Républicains François Grosdidier. Elle est présidée par le socialiste Michel Boutant. Les sénateurs sont partis du constat lors du projet de loi de finances 2018 que les crédits sécurité étaient largement insuffisants. Ils déplorent des manques en matière d'effectifs mais aussi en termes de moyens, ce qui explique l'état aussi bien du parc immobilier que les manques de munitions ou encore les problèmes en matière de voitures. Alors hier, Bernard Cazeneuve a tenté de défendre son bilan. Il a parlé de la création de 9000 emplois tout au long du quinquennat de François Hollande dans les services de renseignement et dans les services de sécurité intérieure. L'ancien ministre de l'Intérieur a également parlé des plans qui avaient été mis en place aussi bien pour prévenir les risques psychosociaux dans la police que les plans pour moderniser la police. Par exemple, un plan en matière de numérique qui avait été introduit en 2014. Tout de suite donc, retour à l'audition de Bernard Cazeneuve. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je voudrais tout d'abord vous remercier de m'offrir l'hospitalité de cette commission d'enquête parlementaire. Je ne suis pas revenu au Parlement depuis plus d'un an. J'y reviens avec beaucoup d'émotion. Et en même temps, je n'avais pas le choix de ne pas venir, puisque vous avez quelques moyens coercitifs pour imposer à ceux qui voudraient se soustraire à vos questions d'y répondre quand même. Mais enfin, vous n'avez pas eu à les utiliser puisque j'ai toujours plaisir à venir au Sénat. Je crois qu'il est très important, quand on a exercé des responsabilités gouvernementales, de pouvoir rendre compte de l'action qu'on a conduite, de le faire avec le plus de précision possible. Et je retrouve ici une assemblée où j'ai aimé me trouver, où je garde d'excellents souvenirs de la qualité des débats que nous avons pu avoir, y compris dans les moments les plus difficiles auxquels notre pays a pu être confronté. Monsieur le rapporteur, vous avez posé énormément de questions. Je me dois d'y répondre dans un contexte là aussi un peu particulier, qui est celui d'un ministre qui a quitté l'exercice du gouvernement depuis plus d'un an, qui, conformément aux usages, a laissé ses archives au ministère, qui n'a pas voulu solliciter ses anciens collaborateurs pour ne pas les compromettre. C'est donc dans mes souvenirs et quelques notes que j'ai trouvées dans vos documents budgétaires que je vais essayer d'articuler mon argumentation et en essayant de répondre le plus complètement possible au sujet que vous évoquez. D'abord, nous avons été confrontés à un contexte entre 2012 et 2017 très exceptionnel, pour des raisons qui tenaient à la conjonction d'événements qui mettaient durement à l'épreuve les forces de sécurité, avec un niveau de tension qui avait été rarement constaté dans les années précédentes. Non pas qu'il n'y ait pas eu des difficultés, non pas qu'il n'y ait pas eu des épreuves, mais jamais ces épreuves n'avaient eu une telle ampleur et jamais il y avait eu une telle conjonction d'événements mettant durement à l'épreuve les forces de sécurité. Je pense bien entendu à l'importance des attaques terroristes qui ont obligé notre pays, et notamment le ministère de l'Intérieur, à adapter très vite les moyens des forces pour leur permettre, et des services de renseignement pour leur permettre de faire face à des attaques d'une ampleur exceptionnelle face à un terrorisme qui se déployait de façon lui aussi inédite. Nous avons dû faire face à un ensemble de manifestations parfois violentes du fait des agissements d'un petit nombre de manifestants déterminés à casser et qui ont mobilisé très fortement les forces de l'ordre. Nous avons eu des zones à défendre. Nous avons une crise migratoire exceptionnelle qui, entre 2015 et 2016, a conduit près de 2 millions de migrants à venir sur le territoire de l'Union européenne et les forces de sécurité, qu'il s'agisse des forces mobiles, de la police de l'air et des frontières, à devoir faire face à une situation particulièrement difficile. Il y a eu des violences dans un certain nombre de quartiers. Je vous rappelle l'extrême violence dont le policier Yann Sayour a été l'objet à Saint-Denis, l'obligation que nous avons été de rehausser les moyens des brigades anticriminalité, des psychs de la gendarmerie pour leur permettre de faire face. Donc nous avons, pendant cette période, dû dans un laps de temps extrêmement court, alors que nous étions confrontés
à des défis extrêmement lourds, adapter notre dispositif de sécurité pour lui permettre de faire face à la menace, alors même que les policiers et les gendarmes étaient confrontés à des épreuves et à des difficultés auxquelles jusqu'à présent ils n'avaient pas eu à faire face, d'où le phénomène que vous avez très bien décrit, d'un sentiment d'épuisement, de sursollicitation des forces de l'ordre. Et du lourd tribut payé par elles aussi, le nombre de blessés et le nombre de policiers et de gendarmes tués. Les événements récents montrent à quel point ils paient ce tribut avec un sens du sacrifice et de l'héroïsme exceptionnel. Tout cela, nous l'avons à l'esprit. Quels ont été les moyens qui ont été mobilisés pour faire face à ce contexte particulier? D'abord, des décisions successives ont été prises par l'exécutif de rehaussement des moyens de la police et de la gendarmerie qui ont conduit à la création de 9000 emplois dans les forces de sécurité et les services de renseignement pendant le quinquennat précédent. Comment se sont déclinés ces efforts? D'abord, une annonce qui avait été faite dès 2012 par le précédent président de la République, c'était un engagement qui a été tenu dès le premier exercice budgétaire de la création de 500 emplois supplémentaires dans la police et dans la gendarmerie tout au long du quinquennat, ce qui conduisait les effectifs à augmenter de 2500. Puis il y a eu les attentats du mois de janvier, le plan de lutte antiterroriste, puis le pacte de sécurité après les attentats du Bataclan de novembre 2015. Et finalement, l'effort cumulé se traduit entre 2012 et 2017 par une augmentation des effectifs de 9000. Je voudrais donner des détails qui sont dans les documents budgétaires sur lesquels vous travaillez vous-même. Le solde net cumulé des schémas d'emploi pour ce qui concerne la police nationale était exactement à plus 5649. Vous savez qu'entre le solde net cumulé des schémas d'emploi et l'évolution des plafonds d'emploi autorisés, il y a une différence. Pour la période 2013-2017, c'est plus 5390, donc moins que le solde net des schémas d'emploi cumulés, ce qui est normal, et le réalisé constaté, et pour ce qui concerne la police nationale, de 4483. Pour la gendarmerie nationale, nous sommes en solde net cumulé des schémas d'emploi de 3188, évolution du plafond d'emploi autorisé plus 4334, et évolution des effectifs constatés plus 3709. Si je fais le total des deux, sur 2013-2017, c'est plus 8192. Et si on intègre l'année 2012, où le premier effort a été fait, on est à peu près à 9000. Voilà pour ce qui concerne les effectifs. J'ai entendu dire parfois, au cours des dernières semaines, des derniers mois, que les effectifs avaient été essentiellement augmentés dans les forces en charge de la lutte antiterroriste et que maintenant nous allions augmenter les effectifs pour la sécurité du quotidien. Je vais faire une petite précision sur ce sujet. Il est vrai que sur les emplois que je viens d'indiquer, c'est-à-dire un peu plus de 8100 si on prend la période 2013-2017, des efforts ont été faits en faveur des services de sécurité intérieure et notamment des services de renseignement, SCRT et DGSI pour 2500 sur la totalité de la période. Le solde des effectifs, c'est-à-dire près de 6000, a été consacré à des forces dont le rôle est d'assurer précisément la sécurité quotidienne des Français. Lorsque l'on décide d'augmenter les effectifs des unités de force mobile, dont on sait qu'elles sont demandées par tous les maires pour venir en renfort de la police de sécurité publique dans les quartiers où des actes de délinquance peuvent se produire, on est dans des actions qui sont destinées à assurer la sécurité quotidienne des Français. Lorsqu'on augmente les effectifs des brigades anticriminalité dont on sait qu'elles sont mobilisées comme les PSIG de la gendarmerie pour faire face à des violences fortes dans un certain nombre de quartiers où la notion de respect, où la violence a pris des proportions importantes, on est dans la police du quotidien. Lorsqu'on crée des effectifs de policiers pour les services de police de la préfecture de police de Paris, on est dans la sécurité du quotidien. Lorsqu'on arme et rééquipe de moyens de protection ou qu'on donne des gilets pare-balles aux forces de sécurité, quel que soit l'endroit où elles se trouvent, on est dans la volonté de faire en sorte que la police de sécurité quotidienne puisse assumer ses prérogatives. Bien entendu, ce travail
qui a consisté à augmenter les effectifs, a conduit à une augmentation du budget du ministère de l'Intérieur consacré à la sécurité entre 2012 et le 2017, puisque le budget sécurité est passé de près de 12 milliards à 13,1 milliards, soit une augmentation au cours du quinquennat de 1,1 milliard, hors contribution aux pensions des fonctionnaires, qui, bien entendu, lui-même a augmenté. Dans ce 1,1 milliard d'augmentation, 400 millions d'euros concernent les moyens d'investissement, de fonctionnement et d'équipement, c'est-à-dire véhicules, moyens matériels, armes, moyens de protection et immobilier. Et vous évoquez tout à l'heure la gendarmerie. Il y a eu un effort négocié avec le général Favier, à l'époque directeur général de la gendarmerie, de rehaussement de 70 millions d'euros par an des crédits alloués à la gendarmerie en vue de la modernisation de ses casernements et de ses équipements. Et nous avons profité des plans successifs d'augmentation des crédits hors T2 de la police et de la gendarmerie pour faire le même effort pour ce qui concerne la police, avec bien entendu un plan de rénovation des commissariats qui se déclinera dans le temps et qui mettra du temps à se voir, parce que lorsqu'il y a eu, comme vous l'avez dit, des sous-investissements pendant de nombreuses années dans les moyens immobiliers de la police et de la gendarmerie, il faut un effort budgétaire sur la longue durée pour que l'on puisse constater l'effet sur les commissariats et les brigades de gendarmerie des efforts budgétaires qui ont été réalisés. Vous me posiez la question très simplement de savoir ce que je pense de l'effort budgétaire qui doit être réalisé pour poursuivre le travail qui a été engagé. Je pense que cet effort budgétaire doit être significatif. J'ai entendu la volonté du gouvernement de faire en sorte que 10 000 emplois supplémentaires soient créés. Les emplois que nous avons créés sont des emplois nets. Les emplois que créera le gouvernement sont des emplois nets, ce qui veut dire une augmentation des crédits T2. Mais si on dit augmentation des crédits T2, il faut que l'augmentation des crédits hors T2, c'est-à-dire équipements, véhicules et moyens immobiliers, augmente en conséquence. Alors, dans quelle proportion? Je vous ai dit les proportions dans lesquelles ils ont augmenté. Je vais maintenant laisser le gouvernement, dont c'est le rôle, déterminer, compte tenu des objectifs d'effectifs qu'il s'est fixés, le niveau d'augmentation des moyens hors T2 qu'il doit déterminer pour être en adéquation. Je ne le ferai pas parce que je n'ai plus les éléments pour le faire. Je l'ai fait par le passé. J'ai toujours été un peu agacé quand je le faisais par le passé, de voir toute une série de commentateurs me dire il y en a assez, il n'y en a pas assez. Moi, je n'ai pas les éléments pour apprécier cela, et donc il appartient au gouvernement de le faire. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est que nous avons alloué une partie des moyens budgétaires à la modernisation des moyens de communication de la police et de la gendarmerie. Là aussi, je veux dire des choses extrêmement précises. Vous savez que nous avons, en 2014, très exactement, en octobre 2014, à la faveur du retour de terroristes du théâtre des opérations en Irak et en Syrie, constaté que les terroristes qui revenaient du théâtre des opérations ne nous avaient pas été signalés par les autorités turques, d'une part, et d'autre part, au moment de leur arrivée en France, au lieu d'arriver à Orly ou Roissy à l'heure dite, ils étaient arrivés à Marseille, et à Marseille, le dispositif Kéops n'avait pas fonctionné. Donc il a été décidé à ce moment-là d'engager un plan. Ce plan a concerné la police et la gendarmerie, et je vais être extrêmement précis sur ce plan. Le projet de création d'un outil moderne, numérique, permettant à la fois la modernisation des infrastructures numériques et la modernisation des équipements des policiers et des gendarmes, c'est-à-dire l'attribution aux policiers et aux gendarmes de tablettes numériques, date de 2014. 2014. C'est en septembre 2014 que le projet est lancé. En octobre 2014, il y a la création du comité de pilotage entre les différents acteurs du développement de ce projet numérique. À l'automne 2014, les premières applications métiers intégrées sont définies et le choix de la solution Android sécurisée SecDroid est décidé par le gouvernement de l'époque. J'étais ministre de l'Intérieur. En décembre 2014, le choix du groupement de gendarmerie du département du Nord et de la direction départementale de la sécurité publique de Seine-et-Marne est défini pour expérimenter l'outil. En juin 2015, les premiers smartphones et tablettes sont distribués dans les sites d'expérimentation de la gendarmerie. Et fin 2016, ce sont près de 10 000 appareils collectifs et individuels qui sont distribués au niveau national
aux gendarmes de notre pays. C'est le dispositif NéoGend qui vise à doter les gendarmes d'équipements mobiles leur permettant d'accéder dans un environnement très sécurisé au système d'information en utilisant des matériels grand public, smartphones, tablettes, et d'utiliser les réseaux opérés en fonctionnement nominal ou en situation de crise, et je pense notamment à Ruby ou Acropole. Le même plan a été décidé pour les policiers, mais sur les policiers, 90 millions d'euros ont été mobilisés dès 2014, qui ont servi en grande partie à la modernisation des infrastructures sur lesquelles des investissements n'avaient pas été faits depuis longtemps, notamment Keops. Et nous avons décidé dès 2014 de faire monter en puissance le plan d'équipement des policiers en moyens numériques et en tablettes. Je vais être là aussi extrêmement précis. Crédit de paiement 2015, 700 000 euros. 2016, 2,2 millions d'euros. 2017, 5,5 millions d'euros. Et 2018, il était prévu 11 millions d'euros. Je crois que le gouvernement a décidé, pour aller plus loin, d'abonder un peu cette enveloppe. Nous sommes donc aujourd'hui dans une situation où, au total, c'est presque 20 millions d'euros d'autorisation de paiement, d'autorisation d'engagement et de crédit de paiement sur la période, soit un budget conséquent qui a été alloué pour la modernisation de la police. Et donc, lorsqu'il m'arrive parfois d'entendre qu'on va faire passer la police du 19e au 21e siècle, je voudrais dire que le 21e siècle a commencé, si on considère que cette formule est bonne, en 2014, puisque c'est à ce moment-là qu'il a été décidé d'allouer ces moyens à la police et à la gendarmerie dans des conditions extrêmement précises. Je viens de rappeler les chiffres et je pense qu'il est tout à fait judicieux de la part du gouvernement de procéder à la poursuite de cette action parce qu'elle correspond à une demande des policiers et à une action de modernisation de notre police et de notre gendarmerie. Je voudrais également insister sur le fait que les crédits hors T2, qui avaient diminué de 17,77% entre 2007 et 2012, ont augmenté de 10,37% entre 2012 et 2016. Pour la gendarmerie nationale, ils avaient diminué de 15,97% entre 2007 et 2012 pour la police, et ils ont augmenté de 15,26% entre 2012 et 2016. Je donne ces chiffres tout simplement parce qu'ils sont dans les documents budgétaires et que je sais que le Sénat est une maison de sagesse où les documents budgétaires sont les sources auxquelles vous inspirez pour faire vos travaux, donc je rappelle cela. Ensuite, vous m'interrogez sur le dispositif qui a été mis en place concernant la lutte contre les risques psychosociaux. Nous avons constaté entre 2014 et 2015 une augmentation du nombre de suicides et il a été décidé en 2015 de mettre en place un plan de prévention des suicides qui a été très précisément annoncé le 28 janvier 2015. Quel était ce plan? Très simple, et discuté avec les organisations syndicales qui étaient autour de la table à l'occasion de plusieurs réunions avant l'annonce du plan et qui étaient présentes au moment de l'annonce du plan et qui l'ont commenté. Vous retrouverez les commentaires des organisations syndicales sur ce plan de prévention des suicides. Le recrutement de 7 psychologues au sein du service de soutien psychologique opérationnel, qui est la cellule dédiée à l'écoute des agents en souffrance, la création de 6 postes supplémentaires de psychologues cliniciens dans le cadre de l'accompagnement des élèves policiers de tout grade durant leur scolarité, la diffusion d'une instruction rappelant l'obligation qu'ont les chefs de service de s'assurer que les policiers répondent réellement aux convocations des médecins de prévention, l'identification d'un référent de l'accompagnement des personnels, agents volontaires spécifiquement nommés et susceptibles de les assister et de les orienter le cas échéant vers les professionnels de soutien, la signature d'une convention entre la Direction générale de la police et l'établissement de soins Le Courbat, qui est bien connu des policiers d'ici la fin du premier semestre de l'année 2018, dans le cadre du suivi des retours en service après un congé de longue maladie. Et il y avait là la volonté de mettre en place un accompagnement psychologique puissant de nos policiers, la poursuite de l'expérimentation du dispositif permettant aux policiers de déposer leurs armes de service à la fin de leur vacation grâce à des casiers individuels, ce qui a été remis en cause lorsque nous avons décidé, dans le cadre d'une discussion avec les organisations de police, d'autoriser les policiers à porter leurs armes pour des raisons qui tenaient aux agressions dont ils faisaient l'objet, et notamment après Magnanville, et la refonte des cycles de travail, qui était une demande des professionnels de la police en raison du niveau de stress auquel ils étaient confrontés. Ces mesures ont été discutées, elles ont été négociées, l'ensemble des postes de psychologues ont été recrutés, la hiérarchie a été sensibilisée. Il faut aussi souligner, nous ne l'avons pas évoqué dans les propos liminaires, qu'il a été décidé en 2015-2016 de recréer la direction de la formation
de la police nationale qui avait été supprimée en 2008 et qui est redevenue une direction d'administration centrale du ministère de l'Intérieur au même titre que ne l'est la DGPN. Et cette direction de la formation a mis en place aussi des dispositifs d'accompagnement plus fins, même si elle monte en puissance et qu'il est encore trop tôt pour avoir une idée précise de ce que sont ces résultats. Vous me posez la question de savoir quel est le regard que je porte sur l'efficacité de ce plan. Je pense que ce plan n'est efficace que pour autant qu'il est suivi en permanence, que de nouvelles mesures sont prises tenant compte de l'évolution des contraintes auxquelles les policiers sont confrontés. La lutte contre les suicides dans la police et dans la gendarmerie est un travail de longue haleine qui appelle au sommet de la hiérarchie du ministère de l'Intérieur l'attention la plus grande, à la fois de la part du DGPN, du DGGN et du ministre lui-même. J'ai vu que le ministre Gérard Collomb avait fait de ce sujet un sujet de préoccupation et une priorité, et il a raison, parce que c'est en travaillant sur ces questions au long cours qu'on parviendra à obtenir de vrais résultats. Vous avez insisté sur la politique du chiffre et le fait que cette politique du chiffre pouvait faire peser sur les policiers et les gendarmes une pression excessive. Il a été annoncé par Manuel Valls en 2012, dès juin 2012, la fin de la politique du chiffre, la fin du chiffre unique de la délinquance, indicateur qui était considéré comme dépourvu de pertinence statistique, de rigueur scientifique. Il a été confié à l'Inspection générale de l'administration et à l'INSEE le soin de réfléchir à la manière dont on pouvait rendre compte de façon transparente et avec de véritables outils d'évaluation des statistiques de la délinquance, et une réforme a été mise en place, aboutissant à la création d'un service de statistiques ministériel qui a permis d'intégrer les statistiques de la délinquance enregistrées par les services de sécurité intérieure dans le champ labellisé de la statistique publique, avec les mêmes critères d'exigence que l'ensemble des statistiques publiées par l'INSEE. Ça a permis d'avoir des outils d'évaluation, et ça a permis aussi de travailler avec les policiers sur la manière d'utiliser, non pas comme un outil de pression sur les policiers, mais comme un outil de travail entre eux, ces statistiques ministérielles. Est-ce que ça rentre mécaniquement comme un critère de calcul des primes de la hiérarchie intermédiaire, comme on l'assure à la base et comme on le dément au sommet? Écoutez, moi, ce que je peux vous indiquer, c'est qu'à partir du moment où il a été décidé en 2012 de mettre fin à la politique du chiffre, les critères à partir desquels les policiers ont été évalués, ayant fait l'objet d'instructions de la part de Manuel Valls, de moi-même et des ministres de l'Intérieur qui ont eu exercé brièvement des fonctions jusqu'à la fin du quinquennat, ne correspondaient pas à cette volonté de faire de la statistique délinquance le critère de promotion des policiers. Maintenant, il y a des habitudes qui sont ancrées, il y a une nécessité de faire en sorte en permanence au ministère de l'Intérieur, j'en ai fait l'expérience, que les orientations soient rappelées. Il faut que le ministre lui-même s'implique dans le contrôle des... Non pas qu'il y ait une déloyauté, bien au contraire. C'est un ministère où l'ensemble des directeurs d'administration centrale et des fonctionnaires sont d'une grande loyauté et ont une vraie passion de la République et de l'État. Mais comme dans tout ministère qui est confronté à une pression très forte, s'il n'y a pas un contrôle qui s'exerce là où il y a une confiance, on n'obtient pas nécessairement le niveau de résultat attendu. Je voudrais terminer par un point, je ne veux pas être trop long, je voudrais pouvoir répondre à vos questions qui concernent les tâches indues. Oui, il y a des tâches indues, et nous avons lancé, au moment de la crise auquel les policiers ont été confrontés en 2016 et qui a occasionné des manifestations, dans tous les commissariats sous le pilotage des préfets et en présence des DDSP, un travail destiné en liaison avec les policiers de base de définir ce qu'étaient les charges indues, de définir ce qu'étaient les investissements immédiats dont la police avait besoin, de déterminer le niveau d'équipement dont les policiers avaient besoin dans les territoires, et les efforts budgétaires annoncés par le président de la République l'ont été après que ces discussions sont intervenues. Et sous la coordination des préfets, notamment pour que les travaux les plus urgents puissent être engagés. Est-ce que sur les tâches indues, les choses ont progressé aussi vite que je ne l'aurais souhaité comme ministre de l'Intérieur? Non, parce qu'il y a toujours sur ce sujet un dialogue
entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice, chacun étant d'ailleurs dans son rôle, le ministère de l'Intérieur souhaitant que les charges pesant sur les forces de sécurité et qui sont des charges qui prennent du temps, qui pourraient être utilement utilisées dans une présence quotidienne auprès des citoyens et dans les quartiers, ne soient pas dévorées pour des tâches indues. Et de l'autre côté, le ministère de la Justice est légitime à demander à ce que la réduction des charges indues ne soit pas remise en cause des dispositifs de procédure pénale qui sont un élément d'état de droit. Nous avons donc discuté longtemps avec le ministère de la Justice. Nous avons abouti à un premier ensemble de mesures de simplification, mais je pense qu'il est possible d'aller au-delà sans remettre en cause la procédure pénale, mais cela aussi ne peut pas être piloté autrement que dans un cadre interministériel avec une volonté forte de Matignon d'accompagner le ministère de l'Intérieur dans la volonté de voir ce dernier alléger la tâche des policiers. Vous avez parlé du protocole qui a été signé. Enfin, je dirais quelques mots sur ce protocole. Ce protocole est un protocole extrêmement important. Il représente des sommes très significatives. Une application favorable d'abord du protocole PPCR qui avait été décidé pour l'ensemble de la fonction publique, mais qui est appliqué de façon différentielle pour la police et la gendarmerie en raison des sujétions de services publics particulières auxquelles la police et la gendarmerie doivent faire face. Des mesures statutaires et catégorielles ont été décidées destinées à fluidifier les carrières en réconciliant les grades et les missions, à reconnaître les sujétions particulières auxquelles un certain nombre de policiers devaient faire face. Je pense par exemple à l'augmentation de 80% de la prime au PJ, à leur revalorisation de 2 points en 4 ans de l'indemnité spécifique de sujétion particulière, à la revalorisation des petits traitements, ADS et gendarmes adjoints volontaires, la résorption du stock de brigadiers bloqués dans leur carrière, le repyramidage, la prise en compte des postes difficiles, la valorisation indemnitaire et indiciaire de la police technique et scientifique et des psychologues, et un train de mesures qualitatives de simplification des procédures permettant d'améliorer l'efficacité des conditions de travail des agents et militaires pour une meilleure conciliation vie professionnelle, vie privée. On a parlé de la prévention des suicides, on a parlé de l'effort de formation, on a parlé de la modernisation des outils informatiques. Ce plan de mesures catégorielles représente pour la période qui s'ouvre un investissement global de 865 millions d'euros. C'est donc un investissement important qui s'inscrit d'ailleurs dans la continuité des mesures catégorielles prises sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy, qui lui-même avait mis en place un dispositif catégoriel avantageux. Il m'est arrivé là aussi d'entendre, depuis que j'ai quitté le ministère de l'Intérieur, qu'on en avait trop fait pour les policiers et les gendarmes, mais on ne peut pas à la fois remercier les policiers et les gendarmes pour le sacrifice dont ils font l'objet dans l'exercice héroïque de leur mission et ne pas reconnaître le travail qui est fait, les sujétions de services publics qui leur incombent, la part de souffrance qui s'attache à leur mission particulièrement difficile, en honorant les engagements qui ont été pris en bonification indiciaire et en reconnaissance indiciaire des missions accomplies par ceux qui, au cours des dernières années, n'ont pas ménagé leur peine pour assurer la sécurité des Français. Voilà en quelques mots, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, ce que je voulais dire. Je suis bien entendu, pour autant que j'ai les éléments en main pour le faire, je ne suis plus ministre et je n'ai pas avec moi le paquet d'archives qui me permettrait de répondre de façon aussi précise que je pourrais le souhaiter à vos questions, mais j'ai quand même de la mémoire, ça peut aider parfois dans la vie. J'essaierai donc de répondre le plus précisément possible aux questions que vous voudriez bien me poser. Merci, Monsieur le Premier ministre. Nous avons donc 3 collègues qui se sont déjà manifestés pour vous poser des questions. Notre collègue de Gironde, Monsieur Casabonne, pour commencer. Ensuite, Madame L'Herbier, notre collègue du Nord, Monsieur Dominati de Paris, Monsieur Leroy des Alpes-Maritimes et Madame Raymond Pavreau d'Indre-et-Loire. Je ne sais pas s'il y a d'autres collègues qui... Enfin, peut-être... Moi, j'aurai moi-même 1 ou 2 questions à vous poser, mais je laisse d'abord la priorité à mes collègues. Donc, Monsieur Casabonne. Merci. Monsieur le Premier ministre, ma question a été évoquée, puisque c'était la politique du chiffre. Je voudrais aller plus précisément sur cette question, parce que j'ai l'impression que c'est un peu la politique de la poule et de l'œuf. Je n'ai pas dit le poulet, la poule et l'œuf, pour être précis. Pourquoi je dis ça? J'ai été maire 24 ans.
De Talence. De Talence. Chaque fois qu'il y avait des réunions de quartier, que demandaient les habitants? Ah, on voit les jeunes qui dealent, on voit ceci, il y a des rassemblements, que fait la police? Il faut qu'elle passe. Le commissaire qui assistait toujours à nos réunions, naturellement, 8 jours après, il déléguait ses services, ses contrôles, parfois arrestation d'un dealer. Donc rien que ça entraîne du chiffre. Le vrai problème, c'est, ça a été évoqué d'un mot, ce que nous disaient les agents qu'on a auditionnés, c'est que cela entraînerait des primes à la hiérarchie, et vous avez commencé à répondre en disant qu'il faudrait des contrôles. Alors qu'eux n'ont pas de primes directes, que ça n'entrerait pas forcément dans la notation, mais il semblait que la hiérarchie, elle, puisse profiter de ces opérations qui sont bien souvent demandées par nous élus. C'est un peu tout ça qui entraînerait ce chiffre permanent, qui naturellement en remontant au niveau national aussi, fait que les statistiques sont meilleures. On ne dit pas forcément que ça part du haut vers le bas, mais le résultat c'est celui-là. Les habitants demandent, nous on demande à la police intervient, et après, est-ce qu'il y a ou non différenciation entre la hiérarchie ou l'agent? Voilà le vrai problème, tel qu'on l'a ressenti. Ensuite, Madame L'Herbier. Monsieur le ministre, quand j'étais adjointe à la sécurité, vous êtes venu très souvent dans le Nord, à Roubaix, à Tourcoing. Ce sont des zones de sécurité prioritaires. Ce sont des zones difficiles pour les forces de l'ordre. Systématiquement, vous êtes obligé d'intervenir pour un peu tempérer et un peu voir où on en est. Au niveau du chiffre, on a besoin aussi de savoir dans quel créneau on se situe. On est près d'une frontière, la Belgique, près de la Hollande, Calais aussi, près de l'Angleterre. Donc on cumule les problèmes de sécurité. Alors est-ce que c'est ça qui engendre le malaise policier? Je ne pense pas. Je pense que quand les forces de l'ordre sont dans un objectif, dans une continuité de leur travail, ils ne présentent pas forcément de malaise. Ce qui semblerait, de par ce qu'on a entendu, c'est justement quand ils ne comprennent pas ce qu'ils ont à faire, quand le nombre d'interpellations est vraiment conséquent dans les zones de sécurité prioritaire. Systématiquement, on avait des rencontres avec monsieur le préfet, avec le procureur, etc. Et c'est vrai que nous, élus, on se sentait encadrés parce qu'on échangeait les informations. Les hommes sur le terrain, ils ont l'impression d'être des petits soldats qui s'en vont au casse-pipe, on va dire, mais sans avoir de retour vraiment du pourquoi, de comment ils procèdent au niveau d'une politique plus grande. Je pense que pour sacrifier du temps, pour sacrifier sa famille, etc., il faut avoir la motivation de l'échange d'informations. Et je pense que, de par ce qu'on a entendu les uns les autres, la gendarmerie serait plus à même, parce que c'est peut-être en caserne, etc., à créer du lien entre les hommes et la hiérarchie, et l'échange d'informations se fait plus facilement. Alors c'est vrai que le chiffre qu'évoquait mon collègue, les maires, ce sont les premiers, moi je le constate sur le terrain, les premiers à réclamer de savoir combien d'interpellations, qu'avez-vous fait, etc. Pour après le mettre dans la presse et pour dire ça va mieux dans notre zone. Ça, c'est un fait que c'est un peu humain. Mais d'un autre côté, ça semblerait effectivement mettre de la pression sur les policiers qui sont au taquet, on va dire, de savoir est-ce qu'on va savoir assurer les objectifs qu'on s'est donnés. Voilà, monsieur le ministre. Monsieur Dominati. Monsieur le Premier ministre, vous nous avez fait un exposé de votre action avec la conviction que nous vous connaissons, qui vous anime. Vous avez été ministre du Budget, ministre de l'Intérieur. Je voudrais revenir peut-être sur une précision que vous avez donnée pour vous dire en tant que ministre du Budget qu'en 2006, le T2, hors T2, c'était 2,641 milliards. Pour le budget de cette année, c'est 2,509 milliards, c'est-à-dire 140 millions en moins
d'équipements et de moyens pour ces agents supplémentaires qui ont été créés tout au long des dernières années. Alors, je suis parti 10 ans en arrière, vous n'étiez pas aux affaires, mais pour vous donner simplement le problème qui nous occupe. Parce que lorsqu'on vous écoute, la police a commencé sa modernité pour le siècle qui nous occupe en 2014. Pour autant, sur une décennie, on s'aperçoit qu'avec plus d'agents, ils ont moins 5% de budget de fonctionnement en moins. Vous n'avez pas pu, et c'est normal, dans le laps de temps qui est très court, répondre aux questions du rapporteur sur, je dirais, l'immobilier, par exemple, ici ou là, des commissariats ou de la gendarmerie. Moi, ce que j'attends de votre audition, si c'est possible, c'est votre expérience et nous aider, nous, parlementaires, parce que cette commission d'enquête existe, parce qu'il y a en réalité un malaise. Peut-être vous n'avez pas été compris dans votre action, mais il y a eu des manifestations de policiers, les gendarmes, on en est parfois pas loin. C'est pas totalement votre action, c'est les événements exceptionnels qui ont contribué à tout cela. Mais en réalité, est-ce que vous avez des regrets dans la compréhension ou dans votre action à un moment donné? Parce que moi, ce qui me surprend, c'est que lorsqu'on a eu une crise financière dans la décennie précédente, les dirigeants, sur le plan national, ont pris des mesures d'exception. Vous avez été pris immédiatement par la gravité des événements en tant que ministre de l'Intérieur. Vous avez été saisi et les événements se sont enchaînés. Maintenant que vous avez le recul, que vous êtes rendu, je dirais, un peu à la société civile et donc vous avez une plus grande autonomie de parole, je voudrais savoir si dans l'organisation des forces de l'ordre, vous avez des regrets en termes de structure. En termes de structure, je m'explique, c'est que, par exemple, on a été de nombreux parlementaires dans la majorité ou dans l'opposition, à l'époque ou aujourd'hui, à s'interroger sur le nombre de services de renseignement intérieur, 3, 4, peut-être un 5e avec le renseignement pénitentiaire, etc. Est-ce qu'il fallait les regrouper? Pas les regrouper, compte tenu de votre expérience? C'est un débat qui est présent, qui va nous occuper pour la décennie à venir, peut-être. Et en tout cas, c'est une question légitime que l'on peut se poser quant au système ou à la parade à mener par rapport au terrorisme. Vous avez été dans l'action, vous aviez peut-être pas le temps, ou peut-être que vous avez pris le temps de réfléchir à ce problème structurel. Je me souviens d'événements où vous étiez mécontent du fonctionnement de la cellule à Beauvau, je ne me souviens plus la room, mais il y avait un terme avant de coordination. On sentait un agacement du ministre en exercice que vous étiez. Vous avez peut-être pris des mesures, mais il y a eu des mesures interministérielles ou de coordination, et en réalité, on a le sentiment que ça fait double emploi avec celle qui existait à l'Élysée. Est-ce que c'est une fausse idée, une mauvaise idée de parler d'un resserrement ou d'un rassemblement des services de renseignement intérieur? Deuxième question de structure qui n'est pas inintéressante, c'est l'organisation de la police nationale. Au fur et à mesure, le DGPN est devenu un préfet. Ce n'est pas un policier, contrairement aux gendarmes, c'est une question un peu de commandement. C'est un préfet et il y a le poids de plus en plus important de la préfecture de police. Un de vos collègues, avant qu'il rentre au gouvernement, mais lorsqu'il s'occupait pour sa formation au Parti socialiste, et a écrit un livre avant 2012 en disant que c'était un système désuet. C'était M. Urvéas, vous le savez sans doute, puisque on a eu l'occasion, je pense, d'en parler lorsque vous étiez ministre. M. Urvéas avait tenu tout un chapitre dans le livre consacré à l'organisation de nos services de police et de sécurité intérieure, en expliquant que le poids important et ancestral de la préfecture de police par rapport à la police nationale déséquilibré fait que finalement il y avait un morcellement. Vous, en tant que ministre, vous avez pratiqué, puisque vous aviez, je ne sais pas, mais vous allez peut-être pouvoir nous le dire, je crois 2, puis 3 lorsque ça a été le patron de la DGSI, 3 policiers et 1 gendarme, je dirais, dans votre état-major resserré. En tout cas, c'est ce qu'on entend de la part d'agents ou de fonctionnaires. Est-ce que cette organisation vous semble la plus performante, ou peut-être là aussi il y a une évolution? Je comprends tout à fait le discours que vous avez mené devant la commission d'information et d'enquête sur l'action passée, mais j'aimerais vraiment, de la part de l'homme politique que vous êtes, de nous donner peut-être quelques pistes pour l'avenir, parce que c'est l'objet même de cette commission. Parce que ce qui m'étonne quand même, c'est que malgré les 2 crises exceptionnelles que vous mentionnez, l'organisation aujourd'hui de notre police et des forces intérieures est exactement la même
qu'avant la crise. Et si les hommes, comme vous dites, sont remarquables, et ça je crois on le partage, il se pose peut-être un problème de structure. Merci. Madame. Monsieur le ministre, je voudrais vous poser une question plus ciblée sur les OIV, les mesures de protection des OIV, qui mettent en difficulté tant nos gendarmes que nos policiers lors de prise de décision. Vous le savez, en cas d'intrusion sur ce genre de structure, le temps est vraiment compté pour pouvoir se protéger. Et aujourd'hui, vous avez des forces locales de sécurité qui interviennent en premier lieu avec le RAID, mais il est prévu que ces OIV mettent en place ce qu'on appelle eux-mêmes des PSPG qui entrent plus ou moins en conflit avec les structures militaires. Et aujourd'hui, nos hommes se posent la question de comprendre en cas de crise très grave qui pilote dans l'avion et souhaiteraient effectivement savoir si des moyens vont leur être accordés pour pouvoir créer ce qu'on appelle une entité qui puisse aujourd'hui réunir à la fois donc, les opérateurs, le RAID et bon, vous le savez, le GIGN et les PSPG. Je vous remercie. Monsieur Leroy. Puis ensuite, Monsieur Sol. Monsieur le Premier ministre, ma question va être très courte. Je ne sais pas si vous pouvez y répondre ou si vous voulez y répondre. Sincèrement, durant ces 2 ou 3 mois d'enquête de ces commissions, on s'est rendu compte, je l'espère en tout cas, qu'il y a 2 mondes différents dans les forces de sécurité, la police et la gendarmerie. Effectivement, les 2 dépendent du ministère de l'Intérieur. Je sais que ce n'est pas de votre fait. C'est quasiment antinomique de vouloir marier ce qui est, pour moi, inqualifiable, puisqu'ils ne sont pas de même culture, ils ne sont pas de même formation, ils n'ont pas les mêmes objectifs, bien qu'ils aient les mêmes missions. Voilà, donc je voudrais avoir votre avis, qui m'intéresse beaucoup, si véritablement ce regroupement de la police, de la gendarmerie au même ministère est une bonne chose. Merci. Monsieur Sol. Oui, Monsieur le Premier ministre, moi j'ai 2 questions à vous poser. Donc, les différentes auditions conduites à ce jour démontrent la non-homogénéité du management, notamment et particulièrement au sein de la police nationale. Partagez-vous ce diagnostic? Que préconisez-vous pour y remédier? J'ai cru comprendre que vous aviez créé donc une direction de la formation. Et j'ai le sentiment, à l'heure de nos auditions, que cette direction de la formation ne travaille pas ou peu avec la direction des ressources humaines. Et ça me pose un problème, notamment en termes de cohérence et de coordination managériale. Bien, merci infiniment pour toutes ces questions qui sont intéressantes et qui montrent la qualité du travail que vous accomplissez, la profondeur des sujets que vous abordez et qui présagent d'un rapport parlementaire qui pourra utilement éclairer l'action du gouvernement. Alors, je vais essayer de vous donner mon sentiment sur chacun des sujets que vous avez évoqués. La politique du chiffre et le lien qui peut exister entre les chiffres obtenus en matière de prévention de lutte contre la délinquance et les bonifications dont peuvent bénéficier les policiers. La réalité est aussi que la délinquance est parfois concentrée dans un certain nombre de quartiers et que dans ces quartiers où la délinquance est concentrée, l'activité des services de police est plus difficile, appelle davantage de tension que dans d'autres quartiers où les faits de délinquance sont moindres. Et par conséquent, dans ces quartiers où les faits de délinquance sont nombreux, l'intervention de la police est plus fréquente, les conditions d'intervention des policiers sont plus difficiles, d'où la nécessité de faire en sorte, dans ces territoires qu'on appelle parfois les territoires perdus de la République, de donner les moyens aux policiers d'accomplir correctement leur mission, d'où le plan BAC, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on a mis en place un plan
brigade anticriminalité, parce que beaucoup de policiers qui intervenaient dans des quartiers où ils étaient victimes de violences extrêmes me disaient « Regardez l'état de nos boucliers, regardez l'état de nos véhicules, regardez l'état de nos moyens de protection ». Et vous parlez de votre quartier tout à l'heure, Madame la sénatrice, je me souviens que dans le Nord, cela m'a été dit souvent. Et si on a décidé en quelques mois de rehausser les moyens de ces forces, c'était précisément pour leur permettre de faire face à ces difficultés. Donc, je ne pense pas que la politique du chiffre soit l'aiguillon des services de police dans ces quartiers. Je pense en revanche que dans ces quartiers où les policiers donnent beaucoup d'eux-mêmes en prenant les risques, il y a des dispositifs de primes qui gratifient ces policiers plus que d'autres qui sont confrontés à des tâches qui sont moins prenantes. Donc je pense que la réalité est plutôt celle-ci. Mais peu importe ce qu'est la réalité, aussi longtemps qu'il y a une perception des policiers de base qui est différente. Moi, ce qui m'a frappé, vous me demandez de vous faire part de mon expérience personnelle, éventuellement de mes regrets. Bon. Moi, ce qui m'a frappé pendant cette période où j'étais ministre de l'Intérieur, c'est la volonté de la hiérarchie policière de faire le mieux possible dans un contexte où le pays était très exposé, et le sentiment de la base policière que la hiérarchie s'éloignait d'elle et qu'elle était incomprise de plus en plus par elle, notamment dans les contraintes auxquelles elle était confrontée dans l'exercice de ses missions. Il y a donc un sujet de fond, et qui est un sujet qui ne pourra pas être réglé par un ministre seulement, qui pourra être réglé par plusieurs ministres successivement, à condition qu'ils soient dans la volonté de conduire cette action au long cours. C'est une action de formation des personnels de la police, d'augmentation du niveau de formation, de mise en place dans la police de pratiques managériales et de formation à ces pratiques managériales qui permettent de mieux marier autorité et écoute, ce que les gendarmes font, peut-être mieux, en tous les cas qu'ils ont le sentiment de vivre mieux pour ce qui concerne les gendarmes de base que les policiers de base, et donc il y a là un travail très important à faire, et si la direction de la formation a été créée, c'est parce que je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir une police républicaine qui ne soit pas une police bien formée et constamment formée, c'est parce que je pensais aussi qu'il y avait des progrès considérables à faire en matière de management de la police dans notre pays. Non pas parce qu'il y avait une mauvaise volonté de la hiérarchie, non pas parce qu'il y avait une insoumission de la base, mais tout simplement parce qu'il fallait renouer des fils, recomprendre les problématiques, les remettre en perspective et faire en sorte que les organisations de management s'améliorent. Donc vous me posez la question de savoir si j'ai un regret. J'ai mis en place la direction de la formation, on a recréé des effectifs, mais nous n'avons pas pu aller, en tous les cas moi je n'ai pas pu aller au bout de cette réflexion au moment où la crise est survenue, parce que c'est un travail qui ne peut se déployer que dans un cadre pluriannuel et qui ne peut pas se déployer sereinement dans une période de crise aiguë comme celle à laquelle nous avons été confrontés. Monsieur Dominati me pose la question que nous avons déjà évoquée ensemble quand j'étais en fonction, des services de renseignement et de la coordination. Et vous m'interrogez sur le fait de savoir pourquoi on n'a pas fait plus de réformes de structure. Je vais vous répondre Non, c'est pas un bilan, parce que oui. L'élection, je dirais dans la suite. Oui, mais je vais essayer de poser un regard rétro-prospectif, justement. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut mieux faire demain en tenant compte de ce qui a été fait hier. Bon. D'abord, la difficulté à laquelle nous avons été confrontés, c'est que il y a eu une réorganisation du renseignement. Cette réorganisation du renseignement, elle date de 2008. Cette réorganisation du renseignement a conduit à la disparition de la DST, des renseignements généraux, et avec des résultats dont l'évaluation était contrastée, c'est-à-dire une perte, en tous les cas, de capteurs au plan territorial qui pouvait être très préjudiciable à la détection de signaux faibles. Bon. Donc, à partir de ce moment-là, la principale réforme que nous avons souhaité engager reposait sur 3 piliers. Le premier pilier, c'était la reconstitution d'un service de renseignement territorial. Le service central du renseignement territorial a été recréé
et a été redoté d'effectifs. Parmi les 2500 effectifs supplémentaires affectés au service de renseignement, le service du renseignement territorial a émargé à un niveau d'effectifs assez significatif. Et par ailleurs, nous avons doté ces services de moyens hors T2 dont ils avaient besoin, notamment pour assurer la modernisation de leurs conditions d'intervention. Deuxièmement, nous avons créé la DGSI, que nous avons, c'est une réforme structurelle importante, détachée de la police nationale, de son lien, je dirais, historique avec la police nationale, pour rattacher directement le renseignement intérieur au ministre de l'Intérieur. Et en même temps, le renseignement territorial restait dans les DDSP. Est-ce qu'il Oui. n'y a pas incohérence là? Non, parce que le renseignement territorial et le renseignement intérieur ne font pas le même travail. Le renseignement territorial doit travailler en très étroite liaison avec la sécurité publique parce qu'il détecte des signaux faibles qui peuvent révéler des risques graves, qui ensuite conduisent la Direction générale de la sécurité intérieure à prendre le relais. Et on a vu, Le Monde a publié la liste des attentats déjoués depuis plusieurs années, et on a vu que le travail RT sécurité publique, ou parfois RT gendarmerie, pouvait être extrêmement positif pour faire en sorte que les signaux faibles décelés puissent être interprétés et que nous puissions remonter des filières. La sécurité intérieure, c'est autre chose. La DGSI, c'est le haut du spectre, c'est le suivi des individus les plus dangereux qui sont souvent engagés dans des activités à caractère terroriste et dans des filières, on l'a vu d'ailleurs, avec l'attentat de novembre 2015, où ceux qui nous ont frappés venaient du théâtre des opérations, avaient franchi la frontière extérieure de l'Union européenne, étaient en lien directement avec des individus qui donnaient des ordres à partir de Raqqa. Donc nous avons fait cette réforme-là. Nous avons fait une troisième réforme qui a consisté, DGSI, SCRT, augmentation des effectifs, à faire une loi sur le renseignement, qui était une loi tout à fait structurelle dans son contenu. Parce que cette loi sur le renseignement, elle a conduit à donner aux services de renseignement du premier et du second cercle des moyens technologiques d'intervention dont ils ne pouvaient pas d'ailleurs bénéficier auparavant, puisque la numérisation de la société n'avait pas fait connaître ses effets, que nous avons été amenés par exemple sur la détection sur données anonymes ou le suivi en continu des terroristes. Et vous vous souvenez des débats sur les algorithmes que nous avons eu, à mettre en place des techniques de renseignement pour suivre des acteurs terroristes qui n'étaient pas utilisés jusqu'à présent, et à mettre en place des dispositifs de contrôle par la transformation de la CNCIS en CNCTR et la mise en place d'un contrôle juridictionnel beaucoup plus important qui constituait une véritable réforme structurelle qui nous a pris du temps. Donc, quand vous devez adapter les services de renseignement à la loi renseignement, c'est une révolution pour eux. Que vous créez la DGSI, le SCRT, est-ce que d'autres réformes structurelles n'étaient pas nécessaires? Si, sans doute, mais est-ce qu'il était opportun de les faire tout à la fois, alors qu'en même temps on ne pouvait pas mobiliser les services sur leurs propres réformes? Il fallait aussi mobiliser les services sur les attentats, les filières. Alors nous avons décidé de conduire ces réformes par étapes. Et je pense qu'il faut toujours, sur ces sujets, conduire les réformes par étapes, parce que si on ne les conduit pas par étapes, on met les services sous une pression telle qu'ils finissent par se détourner de l'objectif pour lequel ils ont été créés, c'est-à-dire la mise hors d'état de nuire d'individus. Est-ce qu'il faut poursuivre les réformes? Oui, monsieur le sénateur, il faut toujours poursuivre les réformes. Le président de la République a décidé de mettre en place une task force autour de lui pour mieux analyser les phénomènes et pouvoir mieux anticiper les risques. Bon, c'est une réforme importante. Elle s'inscrit d'ailleurs dans la continuité des réformes conduites par ses prédécesseurs et notamment le président Sarkozy lorsqu'au terme du livre blanc, il a été décidé de mettre en place le CNR qui permettait au président d'avoir autour de lui un dispositif de coordination des services de renseignement. Cela doit être bien entendu poursuivi. Pour ce qui concerne la police nationale, il y a eu des réformes dans la police nationale. Monsieur le Premier ministre, oui. Est-ce que je peux me permettre? Oui, bien sûr. Un instant. Est-ce que vous venez de nous parler relativement longuement de l'effort particulier qui a été fait en faveur des services de renseignement et du vote de la loi renseignement. Ça me fait penser
et je fais le lien avec autre chose, aux fiches S, qui sont alimentées par des renseignements collectés soit par le renseignement territorial, soit au niveau de la DGSI. Et tout ça sur un fond de lutte antiterroriste. Donc ma question, elle est la suivante. On a noté également qu'il y avait 20 millions d'heures supplémentaires de policiers qui n'avaient pas été réglées. Cette surcharge de travail, elle provient effectivement à la fois de la lutte contre la délinquance, qui était déjà là avant le terrorisme, et puis de la lutte antiterroriste. Quel est le regard que vous posez, quelle est l'analyse que vous faites à la fois du danger terroriste, du surcroît de travail que ça a entraîné, et de la façon, parce que c'est un sujet parfois un peu polémique, que celui des fiches S. Quelle est l'analyse que vous faites de cet ensemble de choses sur fond de lutte antiterroriste? Bon, je pense que le niveau de menace reste extrêmement élevé, et que face à un niveau de menace extrêmement élevé, l'ensemble des dispositifs dont l'État dispose doivent être mobilisés pour éviter la commission de nouveaux attentats. Quand je dis ça, je soutiens le gouvernement. J'ai été dans une situation où ministre de l'Intérieur, lorsqu'il y avait des attentats, je voyais des polémiques parfois surgir dans des sensibilités politiques différentes, alors que globalement, lorsque nous votions les textes, nous les votions dans le consensus quand même. J'ai bénéficié d'un fort soutien de l'opposition lorsque j'étais ministre de l'Intérieur et que j'étais confronté aux questions des attentats terroristes, mais il y avait toujours des voix qui s'élevaient pour contester, etc. Moi, je ne ferai pas ça. Je pense que quand il y a une situation grave, la seule chose que doit faire quelqu'un qui a exercé des responsabilités et qui sait la difficulté de l'exercice de ses responsabilités, l'importance de la menace, c'est de soutenir le gouvernement, et je n'ai rien vu dans l'action du gouvernement actuel qui témoignait, bien au contraire, d'une diminution de la vigilance à l'égard du fait terroriste. J'ai même vu ce gouvernement, contrairement à ce qui a pu être dit parfois, inscrire dans la loi ordinaire les mesures de l'état d'urgence. J'ai vu qu'on demandait le retour de l'état d'urgence, mais il faut ne pas avoir lu la loi d'octobre 2017 pour ne pas se rendre compte que une grande partie des mesures de l'état d'urgence sont dans la loi d'octobre 2017. C'est pas parce que vous appelez une perquisition administrative, une visite domiciliaire ou une assignation à résidence, une mesure de surveillance et de contrôle, que vous êtes sorti de l'état d'urgence. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le gouvernement a mis une date butoir qui doit être 2020, si j'ai bonne souvenance dans son texte, date au-delà de laquelle le texte sera de nouveau réexaminé. C'est bien qu'il a compris, tout en affirmant parfois le contraire, que ce texte était un texte qui inscrivait dans la loi ordinaire une grande partie des dispositions de l'état d'urgence. Donc moi je soutiens l'action du gouvernement parce que je pense que quand un pays est menacé par la barbarie et par des barbares, et notamment de la part de ceux qui ont exercé des responsabilités en d'autres temps, on ne ménage pas ce soutien, ce qui n'empêche pas de dire les choses, je l'ai dit, mais le soutien est total parce que l'unité nationale ne peut pas être mise en cause. Sur la question des fichiers S, j'ai une position sur ce sujet qui n'a pas changé. La lutte contre le terrorisme est une lutte contre ceux qui veulent s'en prendre au principe de l'état de droit et aux principes constitutionnels fondamentaux qui régissent le fonctionnement de nos institutions. Et on ne gagne pas la victoire contre le terrorisme en cédant aux terroristes ce que les principes constitutionnels les plus importants inscrivent au cœur de nos textes fondamentaux. Et l'article 66 de la Constitution, sur lequel le Conseil constitutionnel a eu à se prononcer à plusieurs reprises, dit très bien ce que sont les principes de droit qui doivent régir la mise en rétention ou en détention des individus. Mais ce n'est pas la seule raison qui me conduit à être très réservé sur ces sujets de mise en rétention des fiches S. C'est quoi une fiche S? C'est une fiche de mise en attention des services de renseignement en raison d'interrogations qu'ils peuvent avoir sur le comportement d'un individu.
Si vous vous mettez à mettre en rétention tous ceux sur lesquels vous êtes en attention, alors il n'y a plus de renseignement en France, il faut quand même le savoir. Il n'y a plus de renseignement en France. Et donc, par conséquent, tous ceux que vous surveillez pour les empêcher de passer à l'acte sont ceux qui se dissimuleront pour passer à l'acte ensuite, et vous aurez beaucoup plus d'attentats que vous n'en avez eu, en affaiblissant considérablement ce que sont les moyens, les outils, les missions du renseignement en France. Donc, c'est une idée qui est attentatoire à l'état de droit dans ses grands principes, mais c'est une idée dont l'inefficacité est totale. Alors, quand vous dites ça à ceux qui proposent l'idée, ils vous disent que comme il y a encore des attentats, c'est que ce qui est mis en œuvre par l'état de droit est inefficace, mais je l'ai souvent dit, 100% de précaution n'est jamais le risque zéro, même si zéro précaution, c'est toujours 100% de risque. Et donc la vérité doit consister à dire que nous devons nous équiper, nous armer, nous améliorer chaque jour davantage, mais que ce que nous faisons pour nous améliorer ne garantit pas jamais qu'il n'y aura plus d'attentats, et cela doit être dit, je crois, honnêtement, par souci de vérité et de rigueur aux Français. Ensuite, oui, les attentats et le climat antiterroriste, enfin le climat d'attaque terroriste et les moyens antiterroristes qui doivent être mobilisés sont très mobilisateurs d'énergie pour les forces de l'ordre. Ça veut dire des choses très concrètes. Ça veut dire mobilisation du renseignement en permanence. Ça veut dire mobilisation des unités de force mobile pour faire en sorte que les mesures de contrôle aux frontières permettent d'interroger le FPR, le SIS, et faire en sorte que ceux qui sont identifiés par d'autres services de police comme représentant un risque puissent être mis hors d'état de nuire. Ça veut dire que la police de sécurité peut être mise en situation chaque jour davantage d'exposition, et que cela représente un stress, une angoisse, une difficulté pour les policiers. Donc oui, bien entendu, le niveau de la menace est très sollicitant et peut conduire à des difficultés importantes. Vous me posez la question de savoir quelles sont les conditions d'engagement des forces, Madame la sénatrice. Monsieur le sénateur Dominati m'avait posé la question de la préfecture de police de Paris et de la police nationale. Bon, moi j'ai toujours été un ardent partisan de la préfecture de police de Paris, mais peut-être parce que je suis un esprit d'un extraordinaire classicisme. J'appartiens au vieux monde. Mais dans le vieux monde dans lequel j'étais, d'ailleurs parfois le vieux monde ça s'appelle la démocratie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est une petite parenthèse, mais ça conduit des vieux élus à venir devant des sénateurs expliquer ce qu'ils ont fait, ça s'appelle la démocratie. Mais plus sérieusement, moi j'ai été très frappé de l'efficacité. Alors je sais que ça fait beaucoup de débats à Paris et entre nous, monsieur le sénateur, souvent lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, de la capacité de coordination du préfet de police de tous ses services dans le ressort de son territoire. Quand il y a des crises, vous voyez, quand il y a des crises importantes, compte tenu de l'importance de la capitale et de sa couronne, avoir cette capacité de coordination immédiatement à sa disposition est un atout considérable. Alors ensuite, on rentre dans des détails. Est-ce qu'il faut fusionner la DRPP avec la DGSI? Moi, je parlais par rapport à la police nationale, le poids de... Je pense que l'importance... Est-ce que le DGN, est-ce que le DGPL, la police nationale n'est pas un peu affaibli? Le micro. Oui, excusez-moi. Oui, président. Est-ce qu'en réalité, au fur et à mesure dans le temps, avec le poids grandissant de l'autorité ou des responsabilités inhérentes au préfet de police, ce périmètre qui s'étend, les aéroports, etc., le directeur général de la police nationale ne se trouve pas affaibli dans ses rapports hiérarchiques, puisqu'en réalité, la police est un tiers préfecture de police, 2 tiers à peu près police nationale. C'est vrai. Et comme la police nationale d'ailleurs a été, on ne va pas refaire l'histoire, mais créée bien après, je dirais on pourrait se poser la question avec votre expérience de savoir par rapport au patron de la gendarmerie qui est seul en général et qui est votre seul interlocuteur, qui est le seul interlocuteur du ministre de l'Intérieur, est-ce qu'en réalité on ne voit pas un affaiblissement successif de l'autorité et du directeur général de la police nationale? Voilà, c'est un peu le sens de ma question. Oui. Je crois que ça dépend de plusieurs éléments. D'abord, lorsqu'on est en période d'augmentation des effectifs, ou quand on est en période de baisse des effectifs, la manière dont on traite les deux structures est un signal très fort qu'on envoie au ministère dans son ensemble et aux Français aussi. Moi, j'ai toujours essayé de faire en sorte qu'on répartisse les effectifs entre
le DGPN et le préfet de police de Paris, en tenant compte des missions, en tenant compte des suggestions et en tenant compte de l'autorité de l'un et de l'autre. Deuxièmement, j'ai toujours veillé à ce que la coordination entre les 4 grands directeurs du ministère, que sont DGPN, DGGN, DGSI et préfet de police de Paris, se fasse autour du ministre tous les lundis matins à l'occasion d'un comité, d'un état-major. Et là, si vous êtes dans un pilotage direct des équipes, avec la volonté de faire en sorte que ces équipes s'intègrent, se parlent et qu'on soit dans une gestion des problématiques globales auxquelles le ministère est confronté, les tensions sont moindres. Mais c'est du management. On revient au sujet qu'on évoquait tout à l'heure. C'est du management. Et le management dans ce ministère de l'Intérieur... Et ça allait toujours de soi ou il fallait... Non, ça n'allait pas du tout de soi. Non, ça n'allait pas du tout de soi. Je vais vous raconter une anecdote, qui est l'anecdote à laquelle M. Dominati faisait référence tout à l'heure. Quand il y a l'attentat de janvier 2015, les frères Kouachi commettent leur crime abject, Charlie Hebdo. Puis nous les cherchons. Et au moment où nous les cherchons, parce que nous les cherchons, dans la salle du fumoir au ministère de l'Intérieur, l'ensemble des directeurs généraux du ministère sont réunis dans cette salle. Et le soir, il y a une opération qui je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, c'était en direct à la télévision, qui est déclenchée à Reims. Et dans cette opération qui est déclenchée à Reims, je vois les chaînes de sécurité, d'information en continu à 1 mètre des policiers du RAID qui sont en train d'intervenir. Et là, j'ai tous les directeurs autour de moi, je me mets vraiment très en colère. Je dis, comment est-il possible, expliquez-moi, que à 1 mètre des policiers du RAID, il y ait les chaînes d'information en continu. Ça, c'est absolument inconcevable. Non pas que je veuille tenir les chaînes d'information en continu à distance de tout, mais enfin, elles n'ont pas à être dans une opération de cette nature. Et donc, constatant qu'il y avait un défaut de coordination, d'échange de paroles, sans doute peut-être dicté par l'idée que tel ou tel service allait rattraper les terroristes plutôt que tel autre, à ce moment-là, j'ai indiqué que nous ne quitterions pas ce fumoir aussi longtemps que les terroristes n'auraient pas été retrouvés. Et comme il y a eu ensuite Montrouge et ensuite Hypercacher, et ensuite le grand défilé du dimanche, nous n'avons quitté cette salle que le mardi matin dans un état d'épuisement vraiment difficile. Et vous voyez, cet épisode-là, qui était un épisode concret, humain, extrêmement difficile, poignant, avec des hommes qui exerçaient des responsabilités, qui faisaient des choix tactiques. Est-ce qu'on allait enlever les forces que nous avions mises du côté de Dammartin-en-Goële parce qu'on nous indiquait que les frères Kouachi pouvaient se trouver ailleurs en région parisienne, en désarmant le terrain où nous étions pour aller sur un autre terrain, en prenant le risque si les terroristes étaient bien là où on pensait qu'ils étaient, de les laisser s'échapper. Eh bien, nous avons fait tous ces choix stratégiques en rendant compte au président de la République, au Premier ministre, dans une coordination exceptionnelle parce que à un moment donné, il y avait eu une tension, il y avait eu effectivement, vous l'avez signalé, un agacement, et qu'il y avait eu par conséquent des instructions très fermes de donner. Eh bien, ce ministère de l'Intérieur, qui est un ministère pour lequel j'ai un attachement sans limite, compte tenu de ce que nous y avons vécu collectivement ensemble, est un ministère extraordinaire de loyauté, d'engagement, de fidélité, qui a une dimension humaine exceptionnelle, mais qui ne peut pas être piloté s'il n'y a pas de la coordination permanente. Et si on ne fait pas attention à chaque personne, aux relations qui peuvent exister, à la bonne coordination, alors le risque que vous évoquez apparaît. Et donc, moi, ce que je retire comme expérience et ce que je retire comme enseignement, c'est que ce n'est pas le ministère de l'Intérieur simplement un problème de moyens, même si j'ai été heureux de pouvoir bénéficier de moyens supplémentaires, ce n'est pas simplement un problème de structure. Comme tout ministère dans lequel il y a des individus qui exposent leur vie, qui prennent des risques, qui sont sous tension, le management et la relation interpersonnelle est fondamentale pour assurer la bonne coordination. Donc, préfecture de police, police nationale, ça ne fonctionne
que pour autant qu'il y a des dispositifs de rencontre permanente, de coordination, d'équilibrage des forces, des moyens, des ressources. Bon, alors, Monsieur Leroy me dit il faut revenir à la gendarmerie, au ministère de la Défense. Ces deux forces n'ont rien à faire l'une avec l'autre. Je ne crois pas cela. Ce n'est pas du tout ce que je retire de l'expérience. Ces deux forces sont culturellement, vous avez raison, très différentes. Elles sont organisées selon à partir d'une culture et d'une approche très différente. Elles ont appartenu à des ministères différents. L'une a été amenée à intervenir sur le théâtre des opérations extérieures, pas l'autre. Les règles d'engagement du feu, bien que harmonisées par la jurisprudence, ont longtemps été différentes. Bon. Donc oui, ce sont deux forces dans lesquelles il y a des approches et des cultures différentes. Mais en même temps, la différence de culture entre les forces dans les périodes de crise a été un facteur extraordinaire d'efficacité. Parce qu'il y a eu de l'émulation, il y a eu de l'échange d'expériences, il y a eu de la complémentarité et il y a eu de l'efficacité. Je vais prendre un exemple très concret qui a fait débat au Parlement souvent. Les modalités d'intervention du RAID, de la BRI, du GIGN. Bon. On a eu des tensions parfois. Et puis ces tensions, précisément parce que c'est un ministère qui doit être managé, a permis de faire de l'échange d'expériences, de faire des opérations communes, de faire en sorte que les acteurs se rencontrent, les patrons des 3 unités, puis les patrons de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Eh bien, le schéma que nous avons mis en place, madame, et qui a fonctionné sur Trèbes, est un schéma qui positionne GIGN, BRI, RAID sur l'ensemble du territoire national, crée des entités dotées de moyens humains avec un schéma qui définit les conditions d'engagement de ces forces en cas de tuerie de masse notamment. Donc, il y a une répartition des forces, il y a un schéma qui définit des conditions d'intervention et j'ai constaté à l'occasion de la tragédie de Trèbes que la sénatrice du territoire est là, que le schéma, ça a été souligné, avait fonctionné à ce moment-là. Et qu'on avait su comment les forces devaient intervenir, et on est en mesure aujourd'hui d'analyser la manière dont elles sont intervenues. Voilà mes réponses, en vous remerciant beaucoup. Madame Raymond Pavron reste un petit peu sur sa fin, puisque vous avez posé une question oui. dans l'installation des OIV. C'est cette entité qui permettait finalement une véritable expertise sur tout ce qui est contre-terrorisme, vous l'avez compris, en nucléaire. Oui, mais il y a des procédures aussi qui sont mises en place pour ce qui concerne les sites Céveso et pour ce qui concerne les sites nucléaires. Et je ne vais pas, moi, rendre public ces dispositifs ici, mais vous avez un pouvoir comme une commission d'enquête d'audition des ministres à huis clos, et je pense que les ministres compétents peuvent vous donner des éléments d'information qui sont de nature à vous rassurer sur ce sujet. Je ne vais pas, alors que vous m'avez indiqué que cette séance est publique, qu'elle est retransmise en direct, aller déclassifier en direct des éléments que je n'ai pas à déclassifier. Alors, nous avons les 2 dernières questions, M. Casabonne, Mme Jourda. Oui, juste une question que j'ai évoquée devant mes collègues l'autre jour, mais je n'ai pas eu le sentiment d'avoir la réponse. En discutant l'autre jour avec un responsable du renseignement en Gironde, cette personne disait que la presse et les médias avaient tort d'insister toujours sur les fichiers S. En disant qu'il y en a 25 000 en France, il est impossible, il faut, je crois, 30 policiers pour surveiller en permanence. Je sais pas, ce chiffre de 25 000. Je ne sais pas, ils sortent souvent dans les médias 25 000 fichiers S, et lui m'indiquait qu'il y avait un second fichier qui, lui, était beaucoup plus surveillé. Et que parler en permanence de ces 26 000 ou 25 000 fichiers S, c'était aussi affoler la population parce qu'on sait qu'on ne peut pas les surveiller, et qu'en réalité, dans les fichiers S, il y avait de tout. Il me disait qu'il y avait des gens aussi bien de la France Insoumise qu'un commis. Enfin, c'était assez large, voilà ce qu'il me disait. Voilà. Madame Jourda. Oui. Monsieur le Premier ministre, simplement, je suis encore donc sous le coup des événements qui se sont passés donc dans ma ville. Et ce que je souhaitais dire, c'est la rapidité d'action qu'il y a eu pour prévenir un drame qui aurait été certainement et sûrement beaucoup plus grand.
Mais immédiatement, on a su l'événement donc à 11h moins 20. À 11h moins 5, les forces étaient prédisposées donc sur le Super U. Il y avait dans le GIGN, il y a eu une entente parfaite entre les différentes forces, que ce soit la gendarmerie, donc la police, que ce soit la coordination avec les collectivités locales, parce qu'il ne faut pas oublier donc la police municipale. Et nous, en revanche, ce que nous avons immédiatement compris, puisque j'ai participé aux côtés donc de Monsieur le préfet de l'Aude, j'étais au cœur du dispositif quasiment avec eux, mais ce qu'on a compris, c'est qu'il fallait que nous ayons une protection vis-à-vis des médias. Parce qu'effectivement, par rapport à la zone d'intervention, il y a immédiatement les télés qui sont prévenus plus vite presque que les élus et qui sont sur place. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'il nous faut gérer, il faut apprendre à vivre avec, mais on ne préviendra jamais le risque d'avoir évidemment une personne qui a été à un moment en phase de prise d'otage dans le Super U, d'aller donner une interview un quart d'heure ou 20 minutes après avoir quitté le site. Mais nous avons prévenu ce type de risque. Et je dois dire que le fait d'avoir eu les brigades territorialisées, donc des forces comme le GIGN, à Toulouse, il y a eu l'intervention qui a été d'une rapidité exemplaire. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est dû aux dispositifs qui ont été mis en place lorsque nous avons été donc sous le coup de la menace. En revanche, il y a 2 points que je souhaiterais donc, qui m'interrogent fortement. C'est ceux de comment faire circuler une information qui doit rester restreinte par rapport donc aux forces de renseignement, mais lorsqu'on est sur le terrain comme j'y ai été, on se rend bien compte que les forces de sécurité en opérationnel ne disposent pas localement des informations, donc je ne dis pas de toutes, mais des personnes qui sont dans ce fameux fichier S dont on parle tant. Donc comment arriver à pouvoir, entre les forces de police, que cette information soit connue? Ça, c'est une première donc, des choses importantes. Et ensuite, la surveillance des réseaux sociaux. Parce que même lorsque la personne est connue et détectée, il y a à mon sens des moyens peut-être à parfaire. Hein. C'est un questionnement que j'ai. Comment peut-on resserrer le maillage de telle sorte à être dans le respect bien sûr des libertés, mais à un moment surtout dans la protection que nous devons à nos concitoyens. Voilà ce que ça fait comme questionnement à l'issue de ces jours qui ont été très difficiles pour nous. Mais en tout cas, pour les dispositifs mis en place et la manière dont le gouvernement de l'époque et vous-même en tant que ministre de l'Intérieur avez donc projeté cette cohésion de ce dispositif, aujourd'hui on a pu voir qu'on a évité une tuerie qui aurait pu être sanglante. Voilà ce que je souhaitais dire. Merci. Non, sur le point qui vient d'être évoqué par Madame la sénatrice concernant les échanges entre les services, il a été mis en place au niveau central un état-major qui s'appelle l'EMOPT, qui rassemble l'ensemble des acteurs de la lutte antiterroriste et qui, autour d'un fichier, le FSPRT, regarde très précisément quelles sont les informations détenues par les différents services et qui conduit autour du ministre les services à échanger entre eux. Je ne sais pas ce qui est devenu cet état-major, mais qui a été extrêmement utile dans les semaines, les mois qui ont précédé le départ du précédent gouvernement. En tous les cas, cet état-major est dupliqué au plan local. C'est-à-dire que les préfets sont censés réunir autour d'eux l'ensemble des services pour permettre l'échange d'informations que vous évoquez. La mise en place de l'EMOPT et du FSPRT m'a conduit à prendre plusieurs circulaires et instructions à destination des préfets pour leur demander à ce qu'il soit procédé à cet échange d'informations. Donc si les choses continuent à fonctionner, elles doivent notamment normalement fonctionner de la sorte. Voilà. Très bien, je crois que nous en avons terminé. Nous avions annoncé une fin de nos travaux à 19h. Il est 19h02. Il nous reste à vous remercier très sincèrement, Monsieur le Premier ministre. C'est moi de vous être rendu devant notre commission et d'avoir ainsi répondu à tous les questionnements que nous avions. Ça m'a fait très plaisir de revenir dans
assemblée et je dois la vérité de dire que ça a même suscité un peu de nostalgie. Est-ce que ça fait naître une vocation? Non, non, non. Monsieur le rapporteur. Voilà pour l'audition de Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur sous le quinquennat de François Hollande, qui s'est donc exprimé devant les sénateurs de la commission d'enquête sur l'état des forces de sécurité intérieure. Cette commission d'enquête planche sur l'état psychologique, mais aussi les moyens attribués aux gendarmes et aux policiers en France, déplore ces manques de moyens qu'elle a pu constater notamment lors de l'examen du projet de loi de finances 2018. Et vous l'avez entendu, Bernard Cazeneuve, tout au long de son audition, a tenté, lui, de défendre son bilan, aussi bien au niveau des effectifs qu'au niveau des plans de prévention des risques psychosociaux ou encore en matière de modernisation des équipements de la police. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.